Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle émission, toujours depuis le musée de la Combe de Savoie, ce magnifique musée où on découvre un petit peu les objets d'autrefois. Je suis toujours dans ma vieille classe habituelle. Je vais vous présenter 3 reportages et on va attaquer tout de suite avec le premier reportage avec une commune qui s'appelle la commune des Marches, qui s'appelle même maintenant Porte de Savoie, puisque cette commune se situe à l'entrée de la Savoie, face au Grésivaudan. Voilà, je vous laisse regarder cette première émission, ce petit reportage, et on se retrouve ensuite. La commune des Marches est un village de vallée, implanté à la jonction des grands axes de communication que sont le Grésivaudan, la Combe de Savoie et la Trouée des Marches, à la limite du Dauphiné et de la Savoie. La commune est située dans la vallée du Grésivaudan. Les habitants des Marches s'appellent les Marcherus. Cette commune est située entre 254 et 1134 mètres d'altitude. Le porche d'entrée daterait du XIVe ou seulement du XVIIIe siècle et aurait contenu dans sa partie basse l'ancienne citerne qui alimentait la première fontaine du bourg, celle du château. Construite par Trivelli, l'église néoclassique date du début du XIXe siècle. Elle est toute imprégnée de ce que fut le catholicisme rural du bas pays savoyard jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle est régulièrement ouverte. Grâce à la Révolution, il est enfin possible de gérer sa vie sans entrave féodale. Les Marcherus saisirent cette liberté nouvelle à travers une initiative collective et une coopération exemplaire. Le 18 février 1793, plusieurs familles se mirent d'accord pour la réalisation et les règlements d'utilisation d'un four à pain. Ce four perdit son usage en 1914. Le 26 septembre 2018, un arrêté préfectoral acte la fusion des Marches avec la commune voisine de Francin sous le nom de Commune Nouvelle Porte de Savoie qui est effective depuis le 1er janvier 2019. Voilà, le premier reportage est terminé. On va passer maintenant au second reportage. On va parler de viticulture. Nous serons accompagnés par Secondo. Nous sommes toujours dans ce magnifique musée et nous allons découvrir un petit peu le métier de viticulteur et surtout tout l'outillage qu'il utilisait pour ce métier. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à nouveau au musée de la Combe de Savoie, c'est exact, hein, l'éco-musée de la Combe de Savoie. Et aujourd'hui, on va parler du métier de viticulteur. Nous sommes toujours avec Secondo qui va nous expliquer un peu le métier de A jusqu'à Z.
pas vraiment au métier de viticulteur parce qu'on n'a pas de pied de vigne, mais à tout ce que le viticulteur a obtenu de ses pieds de vigne à partir du moment où il a vendangé. Alors, étant donné que nous sommes au cœur de la Combe de Savoie, il faut quand même se souvenir que tous les coteaux de la Combe de Savoie, de Chambéry jusqu'à Albertville aujourd'hui, eh bien, tous les coteaux étaient couverts de vignes, que les vignobles de Savoie étaient très très importants. Alors, on a du mal à s'imaginer que le plus gros vignoble de Savoie, c'était les vignobles de l'évêché de Maurienne. Hein, il faut dire que les usines d'aluminium ont quelque peu aidé au développement, de la vigne. Voilà. Alors, ici, dans toute la Combe de Savoie, il y avait des paysans, puisqu'on ne vivait à l'époque que de la terre, et tous les paysans avaient de la vigne. Et c'est pour ça que dans toutes les fermes, il y avait une partie importante de la ferme qui était consacrée au raisin et au vin. Et c'est pour ça que nous, ici, on n'a pas planté de vigne. Donc on a installé ici tout ce que les paysans avaient, parce que ce n'étaient pas des viticulteurs, hein, c'était des paysans qui avaient de la vigne, et tous les paysans avaient de la vigne. Et donc, dès que le raisin était mûr, on vendange. C'est une journée exceptionnelle dans la vie des gens. Et le raisin, on va commencer à s'en occuper. Alors, on attaque maintenant avec les vendanges. Eh oui, mais toutes les vendanges de la Combe de Savoie n'étaient faites que sur des vignes qui étaient dans les coteaux, puisque toute la plaine était dans l'eau. Et en bas, il n'y avait pas de l'eau. Donc, toutes les vignes étaient dans des pentes. Et dans les pentes, pour descendre la vendange, on avait des récipients spéciaux. J'en ai un de chaque côté, là. Le plus connu dans la Combe de Savoie, c'est la cornue, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un récipient en bois avec 2 cornes, une de chaque côté, ou la gerle. Pardon, celle-ci s'appelle une gerle. Parce que, voilà, elle a 2 douves qui montent plus haut, à travers laquelle on passait un bois. Alors, il faut quand même que je vous dise pourquoi. Je vais vous le montrer avec mon ami. Prends là. Voilà, regardez. Regardez, on descend une côte avec notre récipient plein de raisins. Oui. Eh bien, quelle que soit la pente, le récipient est toujours horizontal. Tout à fait. Y compris pour celle-ci où il y avait un bâton. Et donc, on descendait ces récipients jusque là où il y avait une route et où il y avait un cheval qui attendait avec une charrette. Et puis, on partait à la maison. Et dans la maison, on arrivait dans un coin qui était consacré à la vigne et que l'on appelait le cellier. On vient d'écraser le raisin, on l'a mis dans une grande cuve où il va fermenter. Alors il faut que vous sachiez, messieurs, dames, c'est qu'on vient de vendanger du raisin rouge. Et qu'avec ce raisin rouge, on va pouvoir fabriquer du vin blanc, du vin rosé et du vin rouge. Alors c'est le même raisin ? C'est toujours le même raisin. On ne peut pas faire de vin rouge avec du raisin blanc, hein. Mais avec du raisin rouge, c'est la même, oui, c'est le parce même cépage. Alors, petite explication pour les néophytes, c'est que la couleur du raisin se trouve dans la peau. Or, on a écrasé le raisin, on vient d'écraser le raisin, et le jus qui a coulé, il est blanc. Donc, si je prends ce jus tout de suite, que je le mets dans un tonneau, je viens de fabriquer du vin blanc. D'accord. Et on attend un petit peu. Et ce qui reste dans la cuve, on va le laisser. La fermentation, donc la transformation du sucre du raisin en alcool, va commencer. Et au bout de 2 jours, ça dépend de la couleur du raisin du vin qu'on veut, on va encore ressoutirer du jus. Et là, on aura du vin rosé. Et puis ce qui reste dans la cuve, on va le laisser fermenter pendant 1 semaine.
Et là, eh ben, on aura du vin rouge. Mais alors avec le raisin blanc, on ne fait pas de vin. Eh ben, avec le raisin blanc, on fait du vin blanc. D'accord, donc le vin blanc avec du vin rouge ou du raisin rouge ou raisin blanc, on peut faire du vin blanc. Voilà. Mais l'inverse n'est pas valable. On a une explication très simple à donner à nos auditeurs, c'est que en Savoie, obligatoirement avec du raisin blanc, principalement du chardonnay. Mais le champagne que tout le monde boit là, eh bien, il est fait avec du raisin rouge. Il n'y a qu'un seul champagne qui est fait avec du raisin blanc, ben, le blanc de blanc. Sinon, tous les champagnes sont faits avec du raisin rouge. Et donc c'est toujours le même procédé de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Exactement. Hein, à part Dès que le le raisin est écrasé, si vous enlevez le jus, vous avez du jus qui est blanc, quelle que soit la couleur du raisin. Et là, ben, vous allez faire des vins blancs. Alors maintenant que le vin, je ne vais pas dire que le vin est tiré, le vin maintenant il est pressé. Alors, le vin, il a fermenté. Alors on l'a fait fermenter, on le met ensuite dans une presse. On soutire tout le jus qui veut bien couler, oui. Mais étant donné qu'il reste des graines dedans, eh bien tout ce qu'on appelle le mou, là, qui reste au fond de la cuve, on va le prendre et on va le mettre dans tous les modèles de pressoirs qu'il y a ici et qui vont servir à finir d'écraser le raisin fermenté pour en faire sortir le maximum du jus. En vin rouge. Pour du vin rouge. Maintenant, si on fait du vin blanc, eh bien, dès qu'on a vendangé, on broie le raisin, on le met dans les presses, on l'écrase et le jus va directement dans les tonneaux où le vin va fermenter en tonneaux ou aujourd'hui dans des grandes cuves chez les viticulteurs, parce que nos pauvres paysans savoyards ont quasiment disparu et ont été remplacés, surtout sur le bas de la Combe de Savoie, par des viticulteurs. Oui, mais alors justement, ces paysans, ils faisaient ce qu'on appelle la piquette. Qu'est-ce que c'est la piquette? La piquette, à l'inverse de ce qu'on a fait croire aux gens pendant très longtemps, c'est pas un mauvais vin. La piquette, c'était en fin de compte le vin des pauvres, ou surtout le vin que les gens aisés faisaient boire à leurs ouvriers pour qu'ils ne soient pas trop endommagés dans la journée. Alors la piquette, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand la fermentation était terminée dans la cuve, on soutirait tout le jus qui voulait bien sortir et avant de presser, eh bien, on rajoutait dessus de l'eau ou du cidre. Est-ce que ça refermentait peut-être un tout petit peu avec et on avait un liquide coloré qui avait quelques degrés d'alcool, et ce liquide très peu alcoolisé, eh bien, on l'appelait la piquette. Ensuite, on va aller voir maintenant, donc on a pressé le vin, on va le mettre dans des tonneaux. Et oui, alors on va aller voir ces tonneaux. Oui, mais dans les tonneaux, il faut que le jus coule. Bien sûr. C'est pour ça que généralement, le pressoir était à un étage au-dessus de la cave, pour que le jus puisse couler tout seul dans les tonneaux. Et puis, quand c'était pas possible, ou après, avec la modernisation, bien souvent les cuves étaient à côté des tonneaux, et c'est pour ça qu'on a toute une collection de pompes à vin. Alors voilà, on va voir toutes ces pompes. D'accord, voilà, donc c'est les mêmes pompes qu'on voit maintenant à l'écran. Et voilà. Exactement. Voilà, c'est des pompes qui servaient à transvaser le vin du pressoir dans les tonneaux, ou qui ensuite servaient aussi à transvaser le vin d'un tonneau à l'autre pour qu'il s'éclaircisse. Et alors ces pompes fonctionnaient soit avec la roue à aube? Ah non, parce que c'est toujours un moteur. Ces pompes ont été équipées d'une poulie avec une courroie quand les moteurs sont arrivés, mais c'est le début du XXe siècle.
Avant, ben, il y avait une manivelle et tout le monde tournait la manivelle. Alors vous avez là ben, des tonneaux. Alors vous en avez des tout petits, puis des grands. Eh bien, quand on faisait le vin, on le mettait au départ dans des gros foudres. Parce qu'un tonneau, quand il est vraiment gros, on l'appelait des foudres. Et généralement, vous voyez, il a une petite porte devant. Alors, oui, elle sert à quoi cette Ben, cette porte, elle servait, quand il est vide, à rentrer dedans pour le nettoyer. On ne peut pas rentrer, là. Ben si. Ben, il fallait avoir une corpulence normale. Pas la mienne, alors. Oui. Voilà. Et Parce que quand on laisse du vin dans un tonneau, il y a un dépôt qui se fait sur les parois sûr. que l'on appelle la gravelle. Et ce dépôt ne s'en va pas au lavage. Il faut le gratter. Voilà. donc, quelqu'un rentrait, c'est un gamin qui Voilà. pouvait rentrer, là. Non, non, le même dit, moi je rentre. Il faut rentrer comme ça. Si. Bon, non, je suis d'accord. Hein, il y a Voilà. pas- ok. Et puis le vin, étant donné qu'on vient de le soutirer d'une cuve dans laquelle il y avait des grappes de raisin, ben, il y a des petits déchets. Et puis le vin a besoin de se décanter. Alors on va laisser le vin pendant quelques semaines dans un très gros tonneau. Puis au bout de quelques semaines, eh bien, on va faire ce que l'on appelait le transvasage, c'est-à-dire qu'on va passer le vin de ce tonneau dans d'autres tonneaux. Et généralement, chaque fois, on passait dans des tonneaux plus petits C'était pour l'avantage, arriver au tonneau qu'on va avoir dans la cave. Donc, c'était ces petits tonneaux. Voilà. Alors, le transvasage eh bien, a été en quelque sorte supprimé grâce à la modernisation, entre guillemets, lorsqu'on a inventé eh bien, des filtreuses mécaniques, c'est-à-dire des appareils dans lesquels il y avait des filtres. Alors, eh bien, j'espère que ce deuxième reportage, donc, qui concernait la viticulture, vous a bien plu. Donc, on a pu voir un peu la manière dont travaillaient les paysans locaux à l'époque pour fabriquer leur vin et voir parfois la piquette. Troisième reportage maintenant, on va découvrir une chapelle, la chapelle Saint-Roch, à Grésy-sur-Isère, pas très loin d'ici. Une très jolie chapelle, vous verrez, avec le socle de cette chapelle un peu particulier, puisque c'est un bloc de marbre qui a été gravé à l'époque romaine et qui sert de soutènement à cette jolie chapelle. Je vous laisse regarder ce petit reportage et on se retrouve ensuite. A tout de suite.
Eh bien voilà, nous avons terminé cette petite émission avec nos 3 reportages. Vous avez vu que cette chapelle que l'on vient de voir, la chapelle Saint-Roch, qui était à Grésy-sur-Isère, est une chapelle magnifique, parfaitement entretenue. Alors je vous remercie et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine émission de la place du village. Merci bien.